Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons notre lecture avec le roman Ewi Anka. Suite et fin de notre roman avec la partie épilogue. Il y avait longtemps, bien longtemps qu'Anka était mort. La maison attendait d'être peinte et meublée. Le roman de Jean-Michel et d'Anka lui venait de paraître. Un an déjà que le fils de Becker s'en était allé au pays de ses ancêtres. Une sorte de léthargie avait tout envahi comme si, en même temps que le souffle d'Anka, tout s'était arrêté. Les locataires du jeune fonctionnaire, en apprenant sa disparition, étaient demeurés frappés de stupeur. Personne n'arrivait à se faire à l'idée qu'Anka n'était plus. Il était trop jeune, bien trop plein de vie pour cela. Les élèves des 8 Anka étaient venus nombreux à ces obstacles. Ils avaient pleuré à vous fendre le cœur. Certaines filles s'étaient même évanouies au cimetière. Ses collègues du lycée agricole avaient machinalement, avec le même sentiment d'incrédulité, suivi son cercueil jusqu'à la tombe. Et oui, Anka ne pouvait pas être mort. Mais qu'est-ce donc que cette histoire de maison? Becker cachait bien sa douleur. Elle donnait d'elle l'image d'une femme courageuse qui avait su accepter son sort. En réalité, ce courage n'existait plus. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pleurât à chaudes larmes son Anka. Une des photos de celui-ci se trouvait sur une petite table devant de l'eau bénite et des bougies. Quand la douleur se faisait trop forte, Becker se mettait à genoux devant cette table et priait. Elle espérait qu'avec l'habitude, elle pourrait arriver à croire qu'Anka était retournée étudier à l'étranger, ayant laissé ici sa femme et sa fille. Mais comment pourrait-elle vraiment se duper elle-même? Quand l'enfant s'appelait Anka et que la mère, les yeux larmoyants étaient toujours ici, qui la consolerait? Qui la consolerait? Quand Waon, sa cousine autrefois si joyeuse et si volubile, passait à présent son temps à verser des larmes silencieusement et que Badjocha se promenait dans le village avec ce terre de chien battu. Encore moins maintenant qu'autrefois elle ne pouvait espérer être aimée des siens. D'ailleurs, certains membres de sa famille l'avaient accusé d'avoir poussé son fils à faire construire la maison qui devait lui coûter la vie. Becker avait pris Dieu à témoin pour se défendre contre ces calomnies. Joseph, lui, avait proposé de prendre une des maisons de la concession de 13 villes pour y habiter. Elle avait refusé. Sa place, lui avait-elle dit, était ici au village. Qui s'occuperait de sa plantation, des tombes, des êtres qui lui étaient chers? Il fallait aussi qu'elle fût à la maison car l'âme d'Anka ne manquerait pas de venir faire une promenade là-bas. Son fils Anka qui, même au-delà de la mort, la comprenait et acceptait de faire ce qu'elle lui demandait. En effet, lors de la mise en bière, Becker avait placé un couteau dans la main de son fils pour qu'il se vengeât, mais l'on avait arraché et jeté cette arme. La femme ne s'était pas découragée pour autant. C'est ainsi qu'au cimetière, sous les yeux des villageois à Basoudi, elle avait planté du maïs autour de la tombe. Avant de quitter le cimetière, elle avait proféré ces paroles. Anka, venge-toi, venge ton père, venge-nous. Quelques jours plus tard, Becker, qui s'était donné pour mission d'aller régulièrement arroser le maïs après une courte prière, avait confié à sa belle-fille qu'une fois le maïs sorti de terre, tous ceux qui avaient pris part à l'élimination d'Anka mouraient. Effectivement, 2 semaines après le décès d'Anka, alors que Jackie venait de mettre au monde son enfant, l'histoire du maïs allait connaître son dénouement. Voici comment s'étaient passées les choses. Un matin, en revenant de la source, Becker avait entendu un bruit terrifiant provenant de la cour d'un de ses frères. Elle était arrivée en courant chez elle, avait déposé sa cuvette d'eau et informé Jackie qu'il se passait quelque chose d'étrange de l'autre côté et qu'elle courait aux nouvelles. Becker s'était alors précipité dans la cour du frère et avait aperçu un de ses neveux par terre. Il venait de s'écrouler, comme foudroyé avec les mêmes signes qu'Anka au moment de son agonie. Becker s'était signé en disant « et d'un », et tandis qu'elle s'apprêtait à rejoindre sa case, elle avait entendu un autre cri. Elle s'était de nouveau signée et avait ajouté « et de deux ». Ce jour-là, au crépuscule, presque toutes les cours étaient endeuillées. Des pleurs avaient envahi toutes les maisons. 4 personnes, dont Ewi Baudry, l'oncle paternel d'Anka, étaient mortes presque en même temps. Becker était rentré le cœur gonflé de joie, vu l'expression de son visage. Pour elle, justice avait été faite. Puis, la femme s'était mise à pleurer. Pleurait-elle son mari?
son fils, ses autres enfants, ou était-ce à cause du bonheur que lui procurait sa soif de vengeance assouvie? Ce qui aujourd'hui rougissait encore plus que le reste les yeux de Becker, c'était le problème de Jackie, une si jeune femme déjà veuve. Becker évitait Ansgar et Yanva. Les parents de Jackie, tant elle avait honte, comme si elle était responsable du malheur de leur fille. Jackie lui plaisait depuis l'enfance et elle avait toujours souhaité en faire sa brouille. Mais elle avait dû précipiter les choses pour ne pas laisser à Ankar le temps de se choisir une autre femme. Comment aurait-elle pu deviner ce qui allait se passer par la suite? Il était bien vrai qu'en mourant, Ankar n'avait pas rendu service à Jackie et à ses parents, mais ne leur avait-il pas laissé une fille? Car, après tout, même si cet enfant était déclaré à l'état civil sous le nom de son père, elle n'en demeurait pas moins un enfant de sexe féminin. La petite Anka serait donc plus la fille de Jackie et des siens que celle d'Anka. Dans un système matrilinéaire, n'est-ce pas la mère et ses parents qui comptent le plus? Si. En cas vivant, les choses auraient été différentes, mais là, Jackie aussi pleurait très souvent, pour ne pas dire quotidiennement. Depuis près d'1 an, surtout lorsque sa fille lui souriait, quand les yeux de celle-ci prenaient la lueur espiègle qui parfois animait les prunelles de son père, si taquin, tout le courage de Jackie disparaissait. Elle laissait l'enfant là et allait se cacher pour donner libre cours à son chagrin. La petite Anka avait très tôt manifesté son mécontentement face à l'absence de son père. En effet, dès le lendemain de leur retour à la maison, la petite avait commencé à faire la grève de la faim. Oui, elle refusait toute nourriture au sucré ou lait maternel et pleurait tout le temps. On l'avait ramenée à la maternité, rien. On avait essayé un médicament traditionnel, toujours rien. Pendant 2 jours, le nouveau-né n'avait rien voulu avaler. Jackie prenait sa fille dans ses bras et la baignait de larmes. Becker, qui avait tout compris, pas besoin d'être extra-lucide pour cela, avait pris le bébé et l'avait emmené dans sa chambre. D'abord, elle l'avait couché sur le lit et lui avait parlé comme à une grande personne, lui expliquant que son père était mort et qu'elle ne le verrait jamais. Si c'était à cause de l'absence de celui-ci qu'elle refusait de manger, elle avait tort. Puis, elle avait supplié le bébé d'accepter le lait de sa mère qui était déjà assez malheureuse comme cela. Enfin, Becker s'était agenouillé avec l'enfant devant la photo d'Anka, lui demandant de se manifester à l'enfant et de lui donner l'envie de manger. Quand elle l'avait ramené à Jackie, l'enfant dormait profondément à son réveil. Lorsque Jackie lui tendit le sein, l'enfant ouvrit la bouche. Jackie n'avait pas osé interroger Becker, mais elle avait tout deviné. Depuis un moment déjà, Anka Marie-Georgette Elvire, fille d'Anka, faisait ses premiers pas. Elle disait papa comme tous les autres enfants et aimait bien tout le monde autour d'elle, surtout sa grand-mère paternelle. Là-bas à Abidjan, malgré le temps qui s'était écoulé depuis le décès d'Anka, les yeux de Louise ne s'asséchaient pas vraiment. Joseph n'en menait pas l'âge lui non plus. Antoine, Stella et Tania étaient comme traumatisés, on les entendait à peine dans la maison. Joseph se disait que, puisque Jackie ne voulait pas revenir à Cocody, il fallait louer un camion pour transporter tout ce qu'il y avait là-bas à Trècheville dans l'ancienne maison. Au village, il n'y avait pas de place pour cela. Jean-Michel Zuyon, lui, passait des nuits entières à penser à Anka et à leur brève aventure commune. Des larmes lui remplissaient alors les yeux. En dépit de sa douleur, il enchaînait interviews, conférences et débats à une cadence folle. Le livre était sur le marché depuis seulement 2 semaines, mais le courrier affluait des 4 coins du monde. Il y avait des lettres et des télégrammes de félicitations, des chèques, des invitations. L'entreprise de Jean-Michel et d'Anka portait ses fruits, financiers du moins. L'argent rentrait. Avant-hier, Jean-Michel, accompagné de Joseph Thève, avait été rendre visite à Becker, à sa bru et à la petite Anka. Il leur avait apporté 2 cartons de vivres et d'autres produits de première nécessité, plus une somme de 100 000 francs. Il espérait pouvoir leur envoyer 200 000 francs de plus très prochainement pour terminer la maison. Jean-Michel priait donc pour que l'avance sur droit d'auteur qu'il avait demandé fût acceptée. Il avait d'ailleurs précisé que c'était pour la mère, la veuve et l'enfant du co-auteur décédé. Plusieurs maires américains et européens invitaient Jean-Michel à venir donner des conférences dans leur ville. Les Américains étaient si intéressés qu'ils avaient chargé l'agence American Express d'Abidjan de faire savoir à Jean-Michel qu'on attendait plus que
son consentement pour lui remettre son billet d'avion et une carte de crédit pour son voyage. Mais le journaliste hésitait. En fait, il ne savait plus où il en était. Les événements l'avaient complètement déboussolé. Une autre personne que la mort d'Anka avait particulièrement secouée aussi, Rebecca Boisbré. Alors qu'elle venait de rentrer de Californie et qu'elle se posait des questions sur l'homme auquel elle avait dû renoncer, la triste nouvelle lui était brutalement tombée dessus car elle avait appris la mort d'Anka par les journaux. Folle de douleur, elle avait passé des jours et des nuits en pleurs. Peu de temps après, elle s'était rendue en compagnie de Sophie et Jean-Louis dans le village d'Anka pour s'incliner sur la tombe. Ce fut le seul jour où Rebecca trouva grâce aux yeux de Becket qui eut mal au cœur devant la peine de la jeune fille. Rebecca avait vu pendant sa visite Jackie et l'enfant, mais elle en avait oublié d'en vouloir à sa rivale. Rebecca avait-elle eu, en revenant au pays, le secret espoir de renouer avec Anka? Personne n'en savait rien, pas même elle qui ne voulait pas se l'avouer. Elle regrettait d'avoir déchiré toutes les photos d'Anka qu'elle avait au moment de leur séparation. Rebecca en voulait au monde entier pour la mort d'Anka, comme si on avait profité de son absence pour assassiner ce dernier. Anka, tu seras mon seul amour, avait dit Rebecca dans un souffle en déposant la gerbe de rose sur la tombe. Bientôt, Rebecca retournerait aux États-Unis. Elle avait trouvé un poste de lectrice dans une université. Elle comptait revenir dans 5 ans, seulement espérant qu'à ce moment-là, le temps et l'oubli auraient fait leur œuvre. Samuel Boisbré avait gardé un silence gêné en apprenant la mort d'Anka, se réjouissant cependant de ne lui avoir pas donné sa fille en mariage pour qu'il la rendît veuve si tôt. Victorine, sa femme, dit à Rebecca qu'elle la trouvait ridicule de tant pleurer et de vouloir porter le deuil d'Anka pendant 1 an. Rebecca n'en tenait même pas compte. L'oncle Ankadje, qui savait qu'Anka ne survivrait pas à sa seconde maladie, avait paré le coût que représenterait le choc de cette disparition. Néanmoins, chaque jour, Dame Tristesse venait le visiter. Il se levait alors, marchait de long en large ou courait allumer sa pipe pour faire diversion. Le soir tombait et il commençait à faire frais. La belle Jackie qui était restée au village tandis que Becket était à la plantation regardait jouer sa fille. Celle-ci se traînait à 4 pattes dans la cour alors qu'elle savait bien marcher. Jackie songeait à sa belle-mère, à son mari défunt et à leur existence passée. Woya fit une voix à l'entrée de la cour. C'était Becket, la mère d'Anka qui revenait de la plantation et chahutait sa petite fille occupée à se gaver de sable. Jackie se leva et débarrassa sa belle-mère de son fardeau. « Allez, viens mon cœur, invita Becket. » Tout sourire, la petite ne bougea pas, mais tendit les bras à son aïeul. Celle-ci alla vers elle et la souleva de terre. « Tu es tout le portrait de ta mère coquine, dit Becket, mais ce sourire-là, c'est celui de ton père. » Becket, pensive, baissait l'enfant qui s'était endormi sur ses genoux. Elle savait que son calvaire serait long, mais la vengeance d'Anka l'avait abrégé de plusieurs années. À présent, elle se sentait un peu plus sereine et prête à élever la petite Anka. L'enfant s'appelait Anka comme son père, car dans cette contrée, les enfants nés sitôt leur père mort, quel que soit leur sexe, portent le prénom de celui-ci. Jackie, peux-tu préparer la couchette de l'enfant? Elle dort depuis un moment. C'est déjà fait, mère. Je venais justement la chercher pour la coucher. As-tu préparé le dîner? Il se fait tard et j'ai bien faim, dit Becket. Oui, mère, répondit Jackie sur le ton triste qui était devenu le sien depuis la mort de son mari. Alors c'est parfait. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés, Jackie, et je ne sais ce que je deviendrai quand tu seras retourné dans ta famille. Quand tu dois y retourner, c'est la coutume. Puisqu'il y aura bientôt 1 an qu'Anka n'est plus, les 2e funérailles ne vont plus tarder à être célébrées. Après cela, il te faudra rejoindre ta famille d'origine. Non, mère, ne me demandez pas cela. Par pitié, plus jamais, je ne puis vous abandonner ni laisser ici Anka, ma fille, dit Jackie avec un sanglot dans la voix. Jackie, s'il ne tenait qu'à moi, reprit Becket, tu passerais ta vie ici. Ton mari n'avait-il pas prévu que nous habiterions sous le même toit toutes les deux? La femme qu'on épouse ne devient pas la propriété de sa belle-fille. Une fois le mari mort, après les cérémonies d'usage, elle est raccompagnée chez les siens. Elle est alors libre de se remarier. C'est ce à quoi les miens et moi allons nous résoudre en ce qui te concerne. Si plus tard, avec l'accord de ta famille, tu devais revenir vivre ici, rien ne t'en empêcherait. Alors, mais je m'en irai comme le veut la coutume, mais je reviendrai.
C'est ici que je dois finir ma vie. Il n'y aura pas de remariage pour moi. Je suis la femme d'un seul homme. C'est insensé, Jackie. Tu n'as même pas encore 20 ans. Il faudra te remarier. Pour le moment, peut-être as-tu besoin de réorganiser un peu ta vie. Lorsque bébé Anka sera sevré, tu pourras retourner à Abidjan pour tes cours au foyer de la femme. Non, mère, je ne pourrai plus vivre dans cette maison. Sans Anka, mon mari cela ne serait plus possible. Ai-je vraiment besoin de savoir bien lire et écrire pour élever convenablement ma petite Anka? Laissons là cette question. L'avenir nous dira ce que nous devons faire, conclut Becker. Jackie regarda avec admiration sa belle-mère. Malgré son âge, ses malheurs, elle n'était pas dessus et croyait en l'avenir. Elle parlait d'espoir. Quelle chance! Pour Jackie, la mort de son mari était aussi le début d'une époque d'incertitude et ce n'était pas l'optimisme de sa belle-mère qui la ferait changer d'avis. La veuve d'Anka se leva. Elle détourna la tête pour ne pas voir se découper dans la nuit brutalement tombée la maison inachevée, semblable à la carcasse de quelque animal fantastique fourvoyé sur terre. Cette maison qui symbolisait la cause du sacrifice des 8 Anka, son homme. Voilà bientôt un Anka avait disparu et 8 Anka. Depuis lors, on avait remarqué que personne n'était mort pour avoir voulu construire une maison. Simple hasard, ou fallait-il en conclure que le sacrifice d'Anka ne fut pas vain? Était-ce bien vrai que tout le monde, jeune ou vieux, riche ou pauvre, pourrait désormais faire bâtir la maison de ses rêves et vivre jusqu'à la fin de ses jours? Seul le temps pourrait nous le dire, mais tous ceux qui avaient connu et aimé Anka partageaient un sentiment d'espoir à ce propos. Anka, voyait-il tous ces gens qui le regrettaient, le pleuraient? Où était-il? Personne n'en savait rien, mais tous croyaient qu'il avait trouvé la paix là où il était, celui qui peut-être avait voulu démontrer qu'il n'y avait aucune malédiction dans la région et s'était fait avoir par les sorciers, ou tout simplement celui qui avait voulu donner sa vie pour les autres et l'avait fait. Ainsi s'achève notre roman Ewi Anka, défi aux sorciers de Regina Yao. Ce roman, il m'a marqué la première fois que je l'ai lu. Un roman qui retrace la vie d'un jeune homme jusqu'à sa mort. Un roman qui nous parle de sorcellerie. Fléau qui sévit toujours dans nos villages ici en Afrique. Oui. Est-ce mauvais de vouloir construire dans son village? Est-ce mauvais d'avoir peut-être une plantation qui est la plus grande et qui produit assez de fruits? Car c'est cela aussi en Afrique. Lorsqu'on veut construire ou lorsqu'on a une plus grande plantation que tout le monde en parle et on dit « Ah, il gagne de l'argent », évidemment, les sorciers sont déjà à vos portes. Et même vos propres frères, ce sont eux-mêmes des fois qui vous livrent car ils sont jaloux, tapis dans l'ombre. Oui, ce fléau de sorcellerie, j'en ai souffert et je souffre toujours. Aucune famille en Afrique ici n'a été épargnée. Dans toutes les familles, il y a forcément une personne qui est déjà morte pour ce fléau qui est la sorcellerie. Oui. Je me demande qu'est-ce que les gens ont à vouloir tuer les semblables. Nous sommes revenus sur cette terre et nous partirons. Cette terre-là, c'est un voyage que nous venons faire et nous repartons dont nous sommes quittés. Il ne sert à rien de tuer son semblable parce que, tôt ou tard, chacun de nous mourra, car la mort est un voyage bien obligé par tous. Nul n'échappera à ce fléau qui est la mort. Et oui, comment combattre la sorcellerie? Quand on soit chrétien fervent, on n'y échappe pas. Le plus souvent, c'est dit, oui, je crois en Dieu, oui, je suis un enfant de Dieu, ne peut rien me faire. Mais deux fois, cela se fait et on ne finit pas de construire la maison et on tombe, on meurt. Oui, la dernière fois, lors de ma dernière lecture, j'étais vraiment très émotive. Mais aujourd'hui, loin de moi l'émotion, car j'aime pas faire ressortir la douleur que je traverse. Je suis quelqu'un de nature qui aime garder tout en soi lorsqu'elle traverse quelque chose de dur. Car pour moi, laisser faire ressortir son émotion, c'est comme si c'était une faiblesse. Et même si je sais que cela ne l'est pas, mais je le perçois comme cela. Et oui, hier j'ai vraiment pleuré en lisant ce roman, car je me suis rappelé de mon histoire. Je me suis rappelé ce par quoi j'étais passée
je me suis rappelé ces moments tragiques, ces moments que j'ai vécus, ces moments qui m'ont fait rentrer dans une maturité brusque, ces moments qui m'ont fait perdre un peu de joie de moi et qui m'ont fait devenir grande si vite, alors que j'étais quelqu'un vraiment de beaucoup rieuse, quelqu'un qui aimait beaucoup les plaisanteries, mais qui me suis renfermée du jour au lendemain face à ce que j'avais dû traverser. Et après tout ce que j'ai traversé, normal que je me renferme encore davantage et que je sois, comme je le dirais, peut-être quelqu'un d'autre, car pour ceux qui m'ont connu dans mon enfance, je ne suis plus celle que j'étais. Et oui, que ferions-nous pour que l'Afrique puisse changer? Que devons-nous faire pour qu'on puisse sortir de cela et qu'on puisse laisser les uns et les autres construire comme ils le veulent dans leur village? Vous allez forcément nous faire fuir, nous autres, de nos villages. Même si on dit que le sorcier te suit jusqu'à en ville, mais avec de tels comportements, comment on ne va pas trouver les villages du littoral vraiment délaissés? J'espère que nos parents comprendront et ils arrêteront de tuer leurs enfants parce que leurs enfants construisent des maisons ou parce qu'ils ont de grandes plantations. Oui. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce roman? J'aimerais qu'on interagisse vraiment sur ce roman. Ceux qui ont vécu de telles histoires dans leur famille, ceux qui ont vécu de telles histoires tragiques, qui ont perdu un être cher, s'il vous plaît, interagissez afin que nous puissions chacun dire ce par quoi nous sommes passés. Comme cela, ceux qui en souffrent à présent pourront savoir comment faire pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle œuvre littéraire que nous allons apprécier. Bye!